Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Deuxième semaine de blocage des prisons, la mobilisation des gardiens ne faiblit pas. Ils sont reçus par la garde des Sceaux sur leurs revendications salariales et sécuritaires. 27 établissements sont bloqués, obligeant les forces de l'ordre à surveiller les détenus dans 4 prisons. Après leur victoire aux élections territoriales, les dirigeants nationalistes corses reçus par Édouard Philippe, ils lui demandent d'accéder à des requêtes historiquement rejetées par l'État. On en parle avec notre invité, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse. Fallait-il renoncer à l'Expo universelle 2025? Dans une lettre adressée aux organisateurs, le Premier ministre dénonce les faiblesses structurelles du dossier. Il annonce l'abandon de la candidature française. Le débat dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Trani en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, la colère des gardiens de prison qui poursuivent leur mouvement de blocage des établissements pénitentiaires. Depuis une semaine, ils dénoncent les agressions dont ils sont victimes et réclament plus de moyens financiers. Une délégation est actuellement reçue par Nicole Belloubet. Le détail de leurs revendications avec Audrey Vuettaz. Ce matin à Bordeaux, il aura fallu l'intervention des CRS pour lever le blocage de la prison. Partout en France, la contestation des surveillants pénitentiaires se durcit. Une semaine qu'ils augmentent la pression. Aujourd'hui, 120 établissements ont été bloqués selon les syndicats, une cinquantaine pour l'administration pénitentiaire. C'est un jour clé. Les principaux syndicats sont reçus en ce moment par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, alors qu'un surveillant a encore été agressé hier dans une prison du Pas-de-Calais. Dans un communiqué, la ministre qui fait face à sa première crise a annoncé vouloir reprendre rapidement le dialogue. Un dialogue interrompu ce week-end après refus par les syndicats des propositions de la direction pénitentiaire. Parmi elles, la création de 1100 emplois sur 4 ans pour combler les postes vacants, le renforcement des équipements de sécurité et la création de quartiers isolés pour les détenus violents. Des pistes intéressantes pour ce syndicaliste mais peu précises. Rien n'est daté ni chiffré. Il manque aussi selon lui un point sur la revalorisation des salaires pour un métier qui suscite peu de vocations. Vous ne pouvez pas recruter à 1100 €, c'est pas possible. Donc le métier est extrêmement dangereux, extrêmement difficile d'un point de vue psychologique et physique. Donc il faut mettre tout sur la table pour que l'on ait des gens qui veuillent bien s'inscrire. Les syndicats espèrent que la ministre qui les reçoit en personne pour la première fois ira plus loin dans ses propositions. Si ce n'est pas le cas, ils promettent d'amplifier le mouvement avec des blocages complets un peu partout en France. Après leur élection à la tête de la nouvelle collectivité territoriale, les nationalistes corses Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni sont reçus aujourd'hui à Matignon. Jusqu'ici, Édouard Philippe était resté sourd à leurs revendications, parmi lesquelles la co-officialité de la langue corse et du français, ou encore l'amnistie pour les prisonniers politiques. Clément Perrault. 10 décembre dernier, la coalition nationaliste corse remporte haut la main les élections territoriales. L'autonomiste Gilles Simeoni devient président du Conseil exécutif de Corse, une sorte de mini-gouvernement de 11 membres. L'indépendantiste Jean-Guy Talamoni devient lui président de la nouvelle Assemblée de Corse. D'entrée, le duo appelle Paris au dialogue et à la négociation. La question corse fait un retour fracassant dans l'arène politique. Les nationalistes ont remporté haut la main les élections en Corse avec un score de 45% dès le premier tour et 56% au deuxième tour. Jamais ils n'avaient franchi la barre des 50%. Et donc ils sont aujourd'hui en position de force pour porter leurs revendications, engager les négociations avec Paris. Pour amorcer le dialogue, le gouvernement nomme 2 jours plus tard une Madame Corse, Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Le 5 janvier, elle se rend sur l'île de Beauté. Sur les images, elle affiche immanquablement un large sourire. Pourtant, les points de crispation ne manquent pas. Les élus corses réclament le transfert, voire l'amnistie pour certains prisonniers. Le gouvernement n'ira sans doute pas plus loin que des rapprochements pour quelques détenus. Les élus veulent un statut de résident pour permettre notamment aux insulaires d'accéder plus facilement à l'immobilier. La négociation s'annonce compliquée. Enfin, le point le plus sensible est la co-officialité de la langue corse. Ça voudrait dire ou ça impliquerait que tous les fonctionnaires en poste en Corse maîtrisent et soient capables de parler la langue corse, donc ça veut dire des changements qui sont tout à fait majeurs et c'est pas évident que le gouvernement aille dans ce sens. Il pourra sans doute peut-être donner des gages en termes de budget sur
la poursuite ou le développement de l'enseignement de la langue et de la culture corse, mais aller jusqu'à la co-officialité, encore une fois, il y a des implications qui sont très lourdes. Le 6 février prochain, Emmanuel Macron se rendra en Corse pour assister aux commémorations 20 ans après l'assassinat du préfet Erignac. Un rendez-vous très attendu à Paris comme à Ajaccio. Il y a 55 ans, le 22 janvier 63, était signé le traité de l'Élysée. Il marquait le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, les assemblées françaises et allemandes doivent voter un projet de résolution pour un nouveau traité. À cette occasion, la France accueille Wolfgang Schäuble et l'Allemagne, François de Rugy, Nelson Jetten. Des applaudissements nourris et une standing ovation pour François de Rugy au Bundestag allemand ce matin. Le président de l'Assemblée nationale a confirmé le renouvellement du traité de l'Élysée, socle de l'amitié franco-allemande, en version originale. Le renforcement de la coopération entre nos deux pays est une condition pour renforcer l'Europe. Nous avons une responsabilité et cette ambition, nous la déclarons aujourd'hui avec un nouveau traité de l'Élysée. 55 ans jour pour jour après la signature du traité entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer, le couple franco-allemand veut renforcer ses liens et relancer l'Union européenne. Ce week-end, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont, dans une déclaration commune, rendu hommage à cet accord historique. Ce pacte fondateur, nos jeunes, nos chercheurs, nos artistes, nos entrepreneurs l'ont renouvelé et fait vivre au quotidien. Par le dialogue de nos cultures, par les échanges, par l'apprentissage de la langue du pays voisin, du pays ami. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. L'anniversaire du traité tombe à point nommé pour la chancelière allemande. Hier, le Parti social-démocrate a voté pour la poursuite des négociations en vue d'une nouvelle grande coalition avec la CDU, le parti d'Angela Merkel. Si les négociations ne font que commencer, il s'agit d'une étape décisive pour une sortie de crise en Allemagne et donc pour une relance de l'Europe. Et Nora Hamadi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nora, bonjour, spécialiste des questions européennes pour Public Sénat. Nora, la validation du préaccord, Nelson Jetten en parlait à l'instant, de coalition par les militants du SPD, ça va permettre à Angela Merkel de retrouver un peu d'air? Effectivement, Delphine, la validation de ce préaccord, alors je le rappelle, à une très courte majorité par les militants du SPD, est une bonne nouvelle pour Angela Merkel. Elle peut ainsi espérer sauver ce 4e mandat et continuer à présider aux destinées de l'Allemagne si un accord précis de coalition et un gouvernement est validé dans les semaines à venir. Alors le SPD de Martin Schulz, pour revenir un petit peu en arrière, revient ainsi sur une annonce qui avait été faite à la suite d'une défaite historique du Parti socialiste aux élections législatives de septembre dernier. À l'époque, on se souvient, il avait annoncé qu'il était hors de question désormais pour le SPD de participer à la grosse coalition. Et il donc volte-face quelques mois plus tard. Il est revenu sur cette annonce et s'est engagé donc dans cet accord. Et ce qui a bien entendu braqué une bonne partie du camp socialiste. Et bien entendu, aujourd'hui, il est considérablement affaibli. Donc cette coalition s'annonce claudicante avant même qu'elle ne soit mise en place et cela affaiblit considérablement la position de l'Allemagne dans l'échiquier européen. Depuis septembre, Berlin et la chancelière sont aux abonnés absents et de fait, c'est toute l'Union européenne qui est à l'arrêt alors que des réformes sont plus que jamais nécessaires à quelques mois des élections européennes prévues en mai 2019. Est-ce que cette vacance de l'Allemagne laisse de fait Emmanuel Macron seul à la barre? Et effectivement, en effet, pendant la présidentielle et depuis son élection, on a bien vu qu'Emmanuel Macron avait investi ce champ européen. Il n'a pas l'Europe honteuse, comme on avait pu le voir jusque-là. Et il assume désormais ce leadership. Fait inédit, donc le couple franco-allemand est emmené par le moteur français. Et donc, depuis quelques mois, c'est bien le tempo mené par Paris qui dicte l'avenir de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'en Europe, on ne fait absolument rien seul. Et malgré l'énergie et le volontarisme du président de la République sur ces dossiers, aucune réforme ne pourra être menée sans ses partenaires. Et le blocage politique, l'affaiblissement politique en Allemagne et le calendrier qui s'annonce risque bien de freiner les ambitions présidentielles. En gros, il ne faut pas attendre un gouvernement en Allemagne avant le mois d'avril. Au mieux en mars, au pire en avril. En mars, les Italiens seront de nouveau appelés aux urnes pour des élections législatives qui s'annoncent périlleuses puisque le mouvement Cinque Stelle de Beppe Grillo, qui est eurosceptique, est annoncé en tête des sondages et la Ligue du Nord, parti d'extrême droite, ferait potentiellement
15%. Du côté espagnol, on n'en finit plus d'essayer de sortir de la crise catalane. Autant dire que là, pour l'instant, Emmanuel Macron est bien seul à la barre. Et donc, à 16 mois des élections européennes, le temps presse. Autant dire que pour conduire des réformes d'envergure, notamment autour de l'approfondissement de la zone euro, à l'aune donc des 16 mois et donc de mai 2019 et des élections européennes, cela paraît un petit peu court. Merci beaucoup Nora pour votre analyse. On va continuer les réactions à cet anniversaire, ces 55 ans du traité de l'Elysée avec vous, Tam Tranui, en direct de la salle des conférences avec votre invité, le sénateur socialiste du Bas-Rhin, Jacques Bigot. Oui, Jacques Bigot. Alors aujourd'hui, Paris et Berlin célèbrent donc les 55 ans du traité de l'Elysée, un traité qui à l'époque scellait la réconciliation franco-allemande. Et aujourd'hui, est-ce que le couple franco-allemand est aux abonnés absents selon vous? Je ne crois pas qu'il soit aux abonnés absents, mais... il n'a plus l'élan d'hier, peut-être. Il peut retrouver un élan. Il me paraît évident que si on veut que l'Europe se construise, le couple franco-allemand est fondamental. C'est le cœur de la construction européenne. Et nous y croyons. Puis vous savez, quand on vient d'Alsace comme moi, on sait aussi ce qu'on doit à ce traité de l'Elysée, à cette paix. Je disais souvent, on parle du développement durable, mais pour nous en Alsace, le développement durable, ça a été la paix retrouvée pour cette région de l'Europe coincée entre l'Allemagne et la France, tantôt malheureusement allemande et tantôt française. Et il faut qu'on retrouve effectivement cet équilibre. Et je pense que le traité, il y a 55 ans, a trouvé ça. Aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin, qu'on aille plus loin aussi dans le domaine industriel, dans le domaine économique, dans le domaine de la construction de l'euro, mais en pensant aussi aux hommes et aux femmes qui composent nos territoires et qui puissent croire en l'Europe. Du coup, rédiger un nouveau traité pour 2018, c'est une bonne chose. Selon vous, c'est une bonne initiative. Et puis, de quelle façon cela pourrait-il marcher? Je pense qu'il faut effectivement, chaque fois qu'un traité soit revu et mis au goût du jour, et je pense qu'effectivement, on le voit sur certaines coopérations. Nous avons souhaité, le groupe socialiste au Sénat, qu'il y ait une mission sur la situation d'Alstom, parce que nous sommes très inquiets en voyant l'accord avec Siemens se devoir subitement Siemens prendre le dessus et l'Allemagne prendre le dessus sur l'industrie française. Les Allemands sont très forts pour défendre leur industrie. Les Français ont plutôt montré qu'ils ne l'étaient pas. Donc nous avons besoin aussi, dans ce couple franco-allemand, de trouver l'équilibre. On voit aussi que les sociodémocrates allemands ont su imposer à Angela Merkel, dans le précédent gouvernement, d'avoir des lois un peu plus sociales et un peu moins de pauvreté. J'espère que ce nouveau couple qui est en train de se faire en Allemagne va aussi nous permettre, chez nous en France, de rappeler au président de la République qu'il faut faire du social et pas seulement du libéralisme économique. Est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, en Europe, la France est davantage à l'initiative? On le sait, c'est très important pour Emmanuel Macron. On se rappelle de son discours de la Sorbonne et puis de ses propositions, le budget de la zone euro ou encore le ministre des Finances de la zone euro. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me paraît indispensable effectivement que nous allions plus loin. Alors on est loin d'une Europe fédérale, mais une Europe dans laquelle des directives se construisent. Vous savez, là je parle encore de la situation que j'ai connue en Alsace quand j'étais président de la communauté urbaine, où on voyait des marchés publics bénéficier à des entreprises allemandes, alors que les entreprises françaises n'arrivaient pas à trouver leur place dans le marché allemand, où les Allemands ont su s'organiser dans la protection. Donc je crois qu'il faut que dans le prochain traité, on ait un équilibre de ce point de vue-là qui est indispensable. Merci beaucoup Jacques Bigot d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Une candidature de plus pour succéder à Didier Guillaume à la tête du groupe PS du Sénat. C'est l'ancienne ministre des Familles, Laurence Rossignol. Elle propose une coprésidence paritaire. Elle était l'invitée de notre matinale Territoire d'Info. On l'écoute. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a un espace pour une gauche démocratique et de transformation sociale. Et que, quand on regarde le Parti socialiste, qui n'est pas très en forme, on regarde le groupe socialiste à l'Assemblée, qui est numériquement beaucoup plus faible que nous, et qui a beaucoup de candidats, d'ailleurs, au poste de premier secrétaire en son sein, ce qui ne va pas faciliter son mode de vie, nous sommes nombreux. Et nous pouvons être rassemblés. Et moi, je proposerai demain matin à mes collègues une coprésidence paritaire. Parce que je ne veux pas voir se poursuivre les séparations, la manière dont les uns ou les autres s'observent. Il faut qu'on trouve une méthode dynamique qui soit qui témoigne à la fois d'un changement de pratique, d'une évolution de nos pratiques, qui témoigne de notre volonté de rassemblement et qui témoigne de la modernité de ce groupe. Je serai candidate avec cette proposition. Si je suis élu demain matin, l'autre candidat
si c'est un homme qui sera à mes côtés, je le prendrai comme coprésident. Je lui proposerai d'être le coprésident pour animer ensemble le groupe socialiste. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mickaël. On vient d'entendre Laurence Rossignol. C'est demain en réunion de groupe que tout va se jouer. Quels sont les enjeux de cette réunion ? Sincèrement, il n'y a pas de raison que ce qui se passe au niveau national dans la préparation du congrès actuel du Parti socialiste ne réagisse pas, rejaillir en tout cas sur le groupe socialiste au Sénat. Ils ont eu une semaine pour se préparer dans cette campagne, mais déjà on sent que le climat était peut-être un petit peu tendu entre les uns et les autres. Alors c'est une élection un peu particulière pour un patron de groupe au Parlement, au Sénat. En plus, c'est souvent une histoire de courant, d'inimitié, on va dire aussi de réseau et certainement de concurrence. Alors pour l'instant, sont sur la ligne de départ. Il y a les certains, il y a ceux qui réfléchissent et ceux qui ont peut-être aussi un peu abandonné. Pour les certains, Laurence Rossignol, en tout cas de ce qu'elle nous dit, elle est sur la ligne de départ. Patrick Kanner, l'ancien ministre des Sports, lui, il est sûr d'être candidat. Il a téléphoné à quasiment tous les sénateurs depuis 2 ou 3 jours. Il les a eus en ligne. Il est certain, il veut y aller. Pour ceux qui réfléchissent et qui réfléchissent, on va dire, de façon active, il y a Jean-Marc Todeschini. Jean-Marc Todeschini, c'est l'ancien ministre des Anciens Combattants, aussi sous François Hollande. Et il y a Jean-Pierre Sueur, qui est sénateur du Loiret, qui lui aussi réfléchit. Il pourrait éventuellement être aussi ce qu'on appelle le plus petit dénominateur commun. Dans ces cas-là, lors d'une élection, ça peut aussi servir. Alors, en tout cas, ils arrivent tous avec une envie, c'est de dire le mot rassemblement. Rassemblement, c'est évident, quand on veut devenir président d'un groupe, il faut rassembler. Mais sincèrement, au Parti socialiste, pour rassembler en ce moment, c'est difficile. On peut s'attendre à des choses trappes derrière ce rassemblement. Il y en a déjà, vous avez entendu la proposition de Laurence Rossignol qui veut une coprésidence paritaire. Eh bien, certains disent déjà que, ah bon, mais ça veut dire quoi? Qu'elle n'a pas assez de force pour y aller toute seule, qu'elle n'est pas assez grande pour présider, qu'elle n'aurait pas assez de poids. Voilà, un premier. Patrick Kanner lui répond même, mais c'est anticonstitutionnel. On n'est pas les Verts, lui dit Patrick Kanner. Ça veut dire quoi? Simplement qu'il y a déjà, on voit bien que ça tire un petit peu dans tous les sens. C'est une ambiance. Pour ceux qui parlent de rassemblement, c'est pas gagné. Jean-Marc Todeschini, lui, vient d'écrire à tous les parlementaires, sénateurs, socialistes, pour leur dire, le rassemblement, c'est moi. Alors les autres, ils peuvent être vice-présidents s'ils le veulent. Bon, voilà, ça c'est aussi un geste. Et puis je vous disais, Jean-Pierre Sueur, lui, il regarde ça d'un petit peu plus loin. Mais le petit dénominateur, ça peut compter, je vous le disais au début de mon analyse. Tous les détails, en tout cas de tous ceux qui sont candidats ou seraient candidats, sont à suivre avec François Vignal sur le site de Public Sénat, avec qui on a travaillé longuement toute la journée pour connaître un petit peu les réseaux. Il y a quelque chose quand même qui est très important et dont on n'a pas parlé, c'est la ligne politique. Mais alors, quelle ligne politique pour ce groupe socialiste ici ? On va dire, pour être clair, opposition franche et massive sur la majorité sénatoriale plutôt de droite, et on va dire une opposition dite raisonnable face à Emmanuel Macron. Mais bon, ça, on aura la réponse demain. Merci à vous, Mickaël. Effectivement, réponse demain. Emmanuel Macron, on en parlait, a confirmé devant la Cour des comptes les objectifs financiers de son quinquennat. Il souhaite que tous les textes de la réforme des retraites soient finalisés d'ici à l'été 2019. Le chef de l'État pourrait prendre la parole très prochainement, en février ou en mars, pour présenter cette réforme aux Français et donner sa feuille de route. On l'écoute. Ce grand chantier qui va nous conduire à rapprocher notre système héritier d'un consensus productif datant de quelques décennies, nous permettra de passer des 37 régimes de retraite actuels à un régime simplifié, lisible, et donc restaurant la confiance de chacun. Il s'ouvrira dès cette année, ce grand chantier, et je souhaite que l'ensemble des textes puissent être finalisés d'ici à l'été 2019. Et on en vient à présent à notre premier débat aujourd'hui consacré aux ordonnances, renforçant le dialogue social et réformant le Code du travail. Le projet de loi arrive demain en séance au Sénat. Dans un contexte plutôt favorable en commission, les sénateurs ont donné leur feu vert, approuvant, je cite, la philosophie du texte, mais la première application par PSA d'une rupture conventionnelle collective vient rebattre les cartes. Elle inquiète la gauche sénatoriale. Alors avant d'en parler avec mes invités, on prend tout de suite la direction de la salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Trani. À vos côtés, la sénatrice socialiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. Oui, Marie-Noëlle Lienemann, d'abord une question plutôt générale sur ce projet de loi qui ratifie les ordonnances qui réforment le Code du travail. Est-ce que finalement la méthode de l'exécutif n'aura pas été relativement efficace? La contestation n'a pas pris et on le voit ici, à droite, eh bien, la majorité sénatoriale approuve.
Oui, la droite a toujours été favorable à la flexibilisation du travail et quelle que soit la méthode choisie, il est clair qu'en début de quinquennat, une large part des syndiqués et des salariés avaient le sentiment que les choses étaient un peu jouées, qu'il était difficile d'inverser la donne. Cela venait entériner voilà. Mais le vote de l'élection quelle efficacité? L'efficacité, on le verra à long terme. On voit bien que notre modèle social est percuté, qu'on va accroître la fragilisation et la précarité de toute une série du monde du travail, que les entreprises sont de plus en plus sous l'autorité des patrons, que le nombre est pas tous très éclairé, certains sont très éclairés, pas tous. On voit aussi qu'on va voir la disparition de structures comme les CHSCT sur les conditions de travail et de sécurité. Quand on voit les problèmes en matière d'environnement, de produits dangereux, c'était aussi une façon de garantir l'intérêt général et pas simplement l'intérêt des salariés. Bref, on nous dit que ça va simplifier, ça ne va rien simplifier du tout. D'ailleurs, je crois que le Code du travail va être encore plus épais. On voit déjà certaines entreprises qui se saisissent de ces ordonnances, notamment dernièrement Pimki, la Société Générale ou encore PSA, qui veulent la mise en place de ruptures conventionnelles collectives. Quel est l'objectif de l'utilisation de ce nouvel outil pour vous? C'est de choisir les salariés, d'évacuer ceux dont on ne veut plus, pour essayer de dire que dans certains cas, on va en recruter. Ou bien, quand il y a des difficultés, de pouvoir dégraisser plus vite. Parce que là, dans le cas de Peugeot, on n'est pas dans une période néfaste pour l'entreprise. Donc, évidemment, ils annoncent des recrutements. Mais j'observe... C'est quoi la différence avec, par exemple, un plan de sauvegarde de l'emploi ou un plan de départ volontaire? Qu'est-ce que cela change? Les garanties qui sont données aux salariés sont moindres, puisqu'ils ne bénéficient pas d'un licenciement collectif ou un plan social avec toutes les garanties qui leur sont données en termes de rémunération, de primes et en termes d'obligations de reclassement, de formation. Donc globalement, c'est quand même rendre entre guillemets, la main-d'œuvre turnover possible. Alors, j'y vois aussi des gros inconvénients parce que, par exemple, on nous dit Peugeot, c'est bien parce qu'on va recruter, je ne sais plus de 1000 postes et on en supprime à peu près autant ou un petit peu moins. Le seul problème, c'est que, par exemple, disparaît toute la R&D, une large partie de la R&D, c'est-à-dire de la recherche. Et donc, quant à l'autonomie et la force industrielle en France, ça nous affaiblit. Donc, moi, je pense qu'il fallait garder un mécanisme beaucoup plus rigoureux. Merci beaucoup Marina Lindemann d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et on poursuit le débat en plateau avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Taillé-Polian. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Antoine Lyon-Caron est également avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Professeur spécialiste de droit social. Et j'accueille enfin Benoît Girardin. Bonjour, maître. Vous êtes avocat spécialiste du droit du travail. Première question pour vous, Sophie Taillé-Polian. Ces ruptures conventionnelles, cette nouvelle procédure, on va le voir chez PSA. Eh bien, est-ce que c'est, selon vous, la porte ouverte à des plans sociaux déguisés? Écoutez, en tout cas, c'est la porte ouverte à des départs d'entreprises qui sont moins cadrés, moins favorables, notamment au reclassement, au droit d'accompagnement des salariés. Donc, c'est une possibilité quand même offerte aux entreprises de ne pas être sur les plans de départ volontaire ou les plans sociaux et donc moins protectrice pour les salariés. Ouais. Justement, maître Girardin, ce dispositif qui permet à l'employeur de se séparer de ses salariés volontaires sans avoir à justifier de difficultés économiques particulières. Est-ce que c'est plus avantageux pour le salarié que ce qui se passait quand il y avait des plans de départ volontaires ou des plans de sauvegarde de l'emploi? Alors ça va dépendre de ce qu'il va y avoir dans l'accord. De mon point de vue, c'est plus avantageux en ce sens que il s'agit d'un accord qui va être conclu avec des organisations syndicales en fonction d'une règle majoritaire. Donc ce système entérine, vous l'avez évoqué, ce qu'on appelait les PDV, les plans de départ volontaires, qui eux ne faisaient pas l'objet forcément d'un accord. Là, dans cette hypothèse-là, la rupture conventionnelle collective ne pourra être mise en œuvre qu'une fois qu'on aura l'accord selon la règle majoritaire des organisations syndicales. Donc c'est une garantie importante. C'est un garde-fou, cette consultation des partenaires sociaux, Antoine Lyon-Caron. C'est la condition, en tout cas, de recours à cette formule. Mais c'est la question que vous posez que je trouve est importante, parce que ce n'est pas fait pour plaire aux salariés, cette formule. C'est une formule qui est justement destinée à, créer des opportunités nouvelles pour les entreprises. Donc c'est un droit du travail qui est
favorable aux entreprises. Ce n'est pas un droit du travail qui est favorable là aux salariés. Ça ne veut pas dire que l'accord collectif ne prévoira pas certaines garanties financières, notamment, mais la ligne générale de cette réforme, et notamment de ces plans ou rupture conventionnelle collective, c'est quand même essayer de trouver des formules qui plaisent aux entreprises et qui répondent à des problèmes qu'elles prétendent avoir. Sophie Taillé. Oui, je crois que la logique de ces ordonnances, c'est véritablement de faire en sorte que la majorité des risques soient apportés par les salariés. Alors, c'est effectivement la logique de ce gouvernement qui nous prône la société du risque, mais c'est toujours les risques qui sont subis par les plus fragiles. Donc, je dirais que jusqu'à présent, on avait un État qui était quand même censé être là pour garantir un certain équilibre entre les employeurs et les employés. Et là, on tombe complètement dans un côté où c'est aux salariés de prendre les risques, alors que eux, non. Leur force de travail, eux, ont bien souvent une situation beaucoup plus fragile. Alors, on parlait de la consultation des syndicats. Avant de vous donner la parole, Maître Jardin, écoutez justement les syndicats signataires et ceux qui n'ont pas signé l'accord chez PSA. Ils étaient interviewés par Adrien Develay. La CFE-CGC a donné le feu vert pour la signature de l'accord. Nous avons attendu jusqu'au dernier jour pour donner notre feu vert parce que nous avons voulu obtenir toutes les garanties de la direction pour les salariés qui restent. Les salariés qui partent, ils ont des conditions financières très favorables. Ils partent sur la base d'un volontariat, donc il n'y a aucune crainte. Globalement, c'est très satisfaisant et très équilibré comme accord. La CGT sauve l'honneur. On est malheureusement le seul syndicat à refuser de valider ce nouveau plan de suppression d'emplois, de 2200 suppressions d'emplois, 1300 départs dit volontaire, mais chez Peugeot, c'est du volontariat forcé sous le coup des ruptures conventionnelles collectives. Et puis 900 départs de pré-retraite non remplacés. Ça fait encore mal dans l'effectif de PSA. Là, il va y avoir plein de champs de bataille, évidemment, à mener. On voit que tous les syndicats ne sont pas d'accord sur la ligne adoptée quant à la signature de ces accords permettant ces ruptures conventionnelles collectives. Maître Jardin. Oui, je dirais deux mots. Alors, sur PSA, selon la règle majoritaire, 74% ou 75% sont déclarés favorables de 78, syndicats. 78%. Donc, je ne suis pas certain que les syndicats, à l'exception de la CGT, aient l'intention de faire peser le moindre risque sur les salariés. Je voudrais donner 2 éléments chiffrés. Il y a en France environ 18 millions de salariés à peu près. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a, et c'est une étude de l'UNEDIC récente, environ 1 million de démissions par an. Environ 200 000 licenciements économiques par an. Ça signifie quoi si on raisonne en macro? Ça signifie qu'en réalité, les salariés qui souhaitent quitter leur entreprise sont bien plus nombreux que les employeurs qui souhaitent engager des procédures de licenciement et de supprimer des postes. La volonté des salariés de quitter une entreprise, soit pour partir avant à la retraite, ce qui est prévu dans l'accord PSA, soit pour changer de métier, changer de ville, est réel. Et ces plans de rupture conventionnelle permettent en réalité la rencontre de 2 volontés. La volonté des salariés de quitter leur entreprise pour des raisons qui leur sont propres, avec tout un tas de garanties qui sont prévues dans les accords, et la volonté de l'employeur, qui en réalité est un peu subi, mais qui voit certains métiers disparaître, qu'il est obligé de supprimer. Et la rencontre de ces 2 volontés, aujourd'hui, est consacrée par ce dispositif qui satisfait tout le monde. Ouais. Antoine Liancan, est-ce qu'il n'y a pas des risques de discrimination, notamment en ce qui concerne les critères d'âge dans ces Écoutez, RCC? Pour dire les choses le plus clairement possible, jusqu'à présent, les entreprises, elles n'étaient pas autorisées à procéder à des licenciements collectifs pour modifier la pyramide des âges. Ce n'était pas possible. Alors on recourait à des plans de départ volontaires et maintenant il y a une sorte d'autoroute qui est ouverte. Si l'entreprise, et je vais m'arrêter à ça, a des moyens, si elle paye, elle peut recomposer sa pyramide des âges. Et donc il y a un fort risque que ce genre de mesures atteignent d'abord des salariés anciens, qui ne sont pas forcément des salariés âgés, ou des salariés âgés qui ne sont pas forcément anciens. Bon, c'est ça la logique de ces ruptures conventionnelles collectives. Et ce qu'il y a comme, j'allais dire, grain à moudre, et c'est quelque chose qu'il faut bien voir, c'est la monétisation des départs. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité autre
que d'obtenir en réalité de l'argent. Et on va assister, c'est déjà assez courant dans les licenciements ou dans les ruptures en France, ne parlons pas forcément de licenciements, on va assister à un accroissement de ce qu'on appelle la monétisation des départs. C'est-à-dire que les entreprises qui ont de l'argent, qui mettent sur la table de l'argent, et les syndicats qui acceptent, au fond, que le chèque de départ soit élevé, trouveront un accord sur ce genre de départ. Ouais. Sophie Taillé-Polian, on sait que le texte arrive demain en séance au Sénat. Il y a quand même effectivement pour les salariés concernés bien des indemnités de départ et le droit à des allocations chômage. Oui, non, mais il ne faut pas non plus se focaliser sur ces ordonnances travail, uniquement sur ce dispositif-là. Il y en a beaucoup d'autres qui font que ces ordonnances sont d'abord un souhait de faciliter les licenciements sans qu'il n'ait jamais été prouvé que d'augmenter le nombre de chômeurs permette après coup d'en diminuer le nombre. Donc nous serons, dans les débats au Sénat très présents, le groupe socialiste, pour se battre contre ces ordonnances parce que selon nous, on ne peut pas ajouter à cela que si on augmente le nombre, on facilite les licenciements, eh bien le nombre d'emplois va augmenter par ailleurs dans une sorte de jeu de balance qui n'a jamais été démontré ou alors qui provoque la création d'emplois beaucoup plus précaires, la création l'augmentation de la pauvreté de nombre de travailleurs, ce qui a été observé dans beaucoup de pays où ce type de démarches et de lois ont été mises en place. Est-ce qu'il faut s'attendre à une multiplication des contentieux, notamment en ce qui concerne l'indemnité chômage? On nous dit qu'elle pourrait être moindre que dans le cadre d'un licenciement économique. Je ne crois pas que les ordonnances vont faciliter les licenciements. Je ne le crois pas pour une raison très simple, c'est qu'il n'a jamais été compliqué et difficile de licencier, même avant les ordonnances. Donc il y a effectivement une croyance, et notamment de la part des employeurs, de se dire « oulala, si j'embauche et que je suis obligé de licencier, soit ça va être compliqué, soit ça va me coûter cher », c'est une fausse croyance. Ce que, à mon avis, l'idée qui existe dans les ordonnances, c'est de créer un choc de confiance, de simplification sur certains aspects, et notamment sur la prévisibilité des condamnations avec le barème qui a été indiqué. C'est simplement créer de la confiance pour que les employeurs cessent de croire, ce qui, encore une fois, était de mon point de vue une fausse croyance, qu'il est soit difficile, soit onéreux de licencier. Ce n'est pas un blanc-seing pour le patronat, parce qu'il y a quand même cette base du consentement des syndicats. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce qu'en disait Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Dans les ordonnances, c'est un des points que nous avions critiqué sur les ordonnances, en disant justement l'un des risques, c'est que les entreprises transfèrent sur l'assurance chômage, donc sur la solidarité, le dégagement des plus anciens. Le gouvernement dit qu'il sera attentif à ça. Bon, on va voir s'il est vraiment attentif, parce qu'il peut bloquer aussi un accord qui ne conviendrait pas. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait un accord signé par des syndicats représentant au moins 50% du personnel. Donc, ça dépend des cas. Si c'est correct, on signe, comme toujours. Si c'est correct, on signe. On voit que Force ouvrière est partagée sur ce dispositif. Antoine Lyon-Camp, c'est vrai que ce n'est pas non plus un blanc-seing, je le disais, pour le patronat. Non, mais je vais m'inscrire un peu dans le contexte un peu général de ces ordonnances, parce que ça, c'est une sorte de mesure un peu symbolique. Au fond, la formule peut peut-être choquer, mais ce à quoi a tendu le mécanisme, enfin les ordonnances, c'est une dévaluation sociale. C'est-à-dire, brutalement, on a fait baisser le coût du travail, ou en tout cas le coût prévisible. Brutalement. C'est exact, c'est un choc, comme disait Maître Girardin, mais c'est un choc bizarre, c'est-à-dire, comme on ne peut plus en France dévaluer la monnaie, comme on ne peut plus modifier, au fond, le déficit budgétaire, sauf à la marge, en réalité, ce que l'on a fait, c'est une brutale dévaluation sociale, c'est-à-dire du coût du travail. Et quand on prend toutes les mesures, elles ont toute cette logique-là. Même celles, par exemple, qui permettent, par accord d'entreprise, de s'éloigner de l'accord de branche pour que l'entreprise ait moins à payer que ce que prévoient les règles de branche. C'est la même chose pour les licenciements. C'est la même chose pour l'indemnisation des licenciements injustifiés. Donc c'est une dévaluation assez singulière. Et il faut reconnaître que la plupart des pays du pourtour de la Méditerranée ont connu ça, l'Italie, l'Espagne et la Grèce d'une manière dramatique.
Et en France, on a fait ça d'une manière habile. C'est habile, il faut reconnaître que c'est habile, parce qu'on n'a pas l'air de porter atteinte à la grande architecture du droit du travail, mais en réalité, quand on regarde l'ensemble des mesures, elle procède à cette dévaluation. Et pourtant, Sophie Taillé-Polian, le texte a pour intitulé « Renforcer le dialogue social ». Ça permet, ces ordonnances, un renforcement du dialogue social dans l'entreprise? Écoutez, moi je ne crois pas à ce dialogue social-là, où on va chercher une fois 50%, parfois aussi 30% pour valider les accords d'entreprise, puis passer par référendum. Donc on va voir des jeux aussi d'un dialogue social, où on joue certaines organisations syndicales contre d'autres. Je pense que ce n'est pas ça le dialogue social serein dont notre pays aurait besoin. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est certainement un choc pour bon nombre de salariés qui vont se retrouver face à un dilemme terrible. Soit on accepte de voir modifier notre temps de travail, baisser un certain nombre de primes, et alors on aura peut-être une chance de continuer à avoir nos emplois, ou alors on n'accepte pas. Donc ce chantage-là, ça va être un vrai choc de défiance, je pense, pour bon nombre de salariés dans des entreprises ou des accords d'entreprise. Donc moins 10 ans que les accords de branche vont peut-être chercher à être mis en place. Il y aura du chantage dans les entreprises, Maître Girardin. Est-ce qu'il y aura un renforcement du dialogue social? C'est aussi un des objectifs poursuivis par ces ordonnances. Je suis très surpris, pardonnez-moi d'être peut-être un peu direct, mais du peu de cas que l'on fait de ces délégués syndicaux dans les PME qui font leur job, qui négocient avec l'employeur et à qui il faut faire confiance. Un des intérêts de ces ordonnances, c'est de faire descendre le dialogue social dans les entreprises, où ce n'était pas toujours possible, faute de délégués syndicaux. Mais ça, les employeurs n'y peuvent rien. Quand il n'y a pas de délégués syndicaux, ce n'est pas la faute de l'employeur. Et donc aujourd'hui, on fait descendre au niveau de l'entreprise, même quand il n'y a pas de représentants, d'organisation syndicale, pour permettre aux hommes de l'entreprise, à ses salariés, de discuter avec l'employeur. On redonne simplement la parole à ceux qui sont acteurs dans l'entreprise. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il ne s'agit pas d'une dévaluation, il faut simplement faire confiance, sachant que les garde-fous sont nombreux, la loi, les conventions collectives de branche, parce qu'on ne peut pas déroger n'importe comment, mais ces textes redonnent confiance aux acteurs. Ouais, elles ne sont pas déséquilibrées, les négociations dans les PME, Antoine Lyon-Camp. Mais j'apporterai quand même une petite nuance à ce qu'a dit Maître Girardin. On pourrait dire, et ça serait vrai, que la chance est donnée à la négociation équilibrée si un effort était fait pour faciliter l'implantation syndicale. C'est-à-dire si, au lieu de cette implantation très incertaine des syndicats dans les entreprises, notamment de taille moyenne ou modeste, il y avait un effort, ce qui avait été préconisé d'ailleurs par certains, notamment le rapport Combrexel, de former les syndicats, de leur donner comme ça des moyens d'action plus forts. Mais là, la loi, elle est absolument muette sur l'implantation syndicale. Elle reste aussi, on va dire, non pas désertique, mais enfin aussi peu maillée qu'elle l'est actuellement. Et moi, ça, je ne crois pas à la négociation avec d'autres que des délégués syndicaux. Peut-être des délégués du personnel quand ils ont de l'ancienneté et encore, mais alors la formule qui consiste à dire on passe un accord en soumettant un document unilatéralement élaboré par l'employeur et on le fait ratifier par les salariés, ça n'est pas une négociation. C'est un accord au sens de la loi, mais il n'y a pas eu de négociation du tout. Pour 6 millions, je crois, de salariés qui travaillent dans des toutes petites entreprises, il n'y aura pas de négociation, puisque c'est l'accord, c'est pas un accord, c'est le texte prévu par l'employeur, qui sera soumis au vote des salariés. Chacun verra peut-être selon son intérêt dans ces toutes petites structures. Et par ailleurs, effectivement, une négociation, c'est quand les deux parties ont suffisamment, je dirais, d'informations sur la santé de l'entreprise, un niveau égal, enfin au moins un certain nombre de garanties pour avoir toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Or, moi, je ne mets pas du tout en cause ni la bonne volonté, ni l'intelligence, ni la capacité à comprendre des salariés qui rentreront dans ces négociations. Mais leur niveau d'information sera nécessairement moindre et ne pas être obligatoirement accompagné d'une organisation syndicale qui a l'habitude, etc. Eh bien oui, c'est quand même être en situation difficile dans une négociation. Dans une négociation, il faut que les deux parties puissent avoir accès aux informations pour discuter sereinement et faire des choses correctement. Elles seront déséquilibrées, les négociations dans les entreprises, dans les PME, justement, Maître Girardin?
Enfin, il faut. Je trouve que vous aurez toujours dans certaines entreprises un risque que courent encore les salariés. Vous aurez toujours dans certaines entreprises des difficultés, c'est évident. Simplement, je crois une nouvelle fois qu'il faut faire confiance aux salariés. Quand on va proposer un accord, les salariés auront la possibilité de dire oui ou non. Il faut arrêter de penser, se purger du cerveau, l'idée selon laquelle l'employeur serait méchant, tenterait d'imposer les choses, menacerait. Quand un employeur propose un accord et que les salariés n'en veulent pas, eh bien, il n'y aura pas d'accord parce qu'ils auront décidé non. On arrive bientôt au terme de ce débat. On sait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est à Versailles pour vanter l'attractivité de la France. Est-ce que ce code du travail réformé, c'est un gage d'une meilleure attractivité pour la France, Antoine Lyon-Caen ? Eh bien, depuis maintenant 30 ans, se diffuse une idée que pour attirer les investissements, il faut avoir un droit du travail très flexible. C'est un chant qui a été entonné par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, etc. Si on suit ce chant, alors c'est vrai que la réforme, elle rend l'économie française attractive pour les investissements. Mais avouez que c'est bizarre que le droit du travail devienne une loi de protection de l'investissement. C'est quand même un paradoxe historique dont on a quand même du mal à soutenir, j'allais dire, la force. Parce que le droit du travail, ça n'a pas été vraiment pensé et ça n'est pas pensé comme étant un droit de la protection de l'investissement quand même. Eh bien, merci à vous. Merci Antoine Lyon-Caen, merci Maître Girardin, merci Sophie Taillé-Polian. Rendez-vous demain dans l'hémicycle. On va retrouver Tan Trani, toujours depuis la salle des conférences du Sénat, pour une réaction avec Sophie Primas. C'est la présidente de la Commission des affaires économiques ici au Sénat. Justement, elle n'a pas été invitée à ce sommet à Versailles. Oui, on va effectivement parler de Choose France, ce sommet par lequel 140 grands patrons font une halte par le château de Versailles aujourd'hui avant de rejoindre le sommet de Davos. Tout d'abord, c'est une belle opération de communication, on peut le reconnaître. Magnifique opération de communication, d'abord pour Versailles, qui est une ville magique dans les Yvelines, donc je suis reconnaissante au président de la République de s'arrêter à Versailles, de faire arrêter les grands de ce monde à Versailles, mais c'est une grande opération de communication montée en secret et à laquelle les parlementaires ne sont pas associés. Oui, effectivement, vous avez été étonné, déçu de ne pas avoir été associé à cette opération. Il y a tout de même 16 membres du gouvernement. On voit certains parlementaires de La République En Marche, comme par exemple Cédric Villani, qui est intervenu, mais pas la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Et à ma connaissance, pas le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, à moins que je sois mal renseignée. Mais il me semble qu'un certain nombre de parlementaires compétents en matière d'économie aurait peut-être eu une valeur ajoutée à partager et échanger avec ces grands patrons internationaux. Est-ce que vous diriez que les choses ont changé depuis qu'Emmanuel Macron est à la tête de l'exécutif? Est-ce lui qui a amélioré l'image de la France auprès des investisseurs étrangers ou est-ce que ça avait déjà lieu avant? Je crois qu'il y a une lancée depuis quelques années qui n'est pas juste le fait d'Emmanuel Macron mais aussi, il faut bien le reconnaître, d'opérations telles que le CICE et des opérations précédentes dans le gouvernement précédent qui vont dans le sens de l'amélioration de la compétitivité et de l'image de la France. Il reste, et il n'en demeure pas moins que c'est vrai que l'image du président de la République, rajeuni, très proche des milieux économiques et très très fort en communication, améliore et accélère cette image de notre pays. Maintenant, je pense que tous les contrats qui vont être signés ce soir à Versailles étaient dans le tube depuis quelques mois, voire quelques années, qu'on ne s'improvise pas comme ça. On n'improvise pas, par exemple, une usine d'industrie automobile à Valenciennes en quelques jours pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Il y a également un symbole, peut-être que vous déplorez, l'abandon de la candidature de la France à l'exposition universelle 2025. Dans le même temps, on a appris ça hier, des mots d'Édouard Philippe. C'est un paradoxe. En tous les cas, moi je n'ai pas d'avis sur l'expo universelle en elle-même et son modèle économique. Ce que je sais de la part du gouvernement, c'est probablement la ligne 18 va être challengée. C'est ça qui nous intéresse. Ligne 18 du Grand Paris Express. Du Grand Paris Express et qui rejoint notamment le plateau de Saclay. Plateau de Saclay qui est l'essence même de ce qu'on attend de la France dans son attractivité. C'est-à-dire la formation, l'excellence, la recherche et les moyens de transport, j'allais dire, plus économiques, plus environnementaux. Donc on a là un symbole qui est un contre-symbole aujourd'hui de Versailles et ça se passe à quelques kilomètres du château de Versailles. Merci beaucoup Sophie Primas d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, Tam. Je vous le disais en titre, après leur élection à la tête de la nouvelle collectivité territoriale, les nationalistes corses Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni sont reçus aujourd'hui à Matignon. Jusqu'ici, Édouard Philippe était resté sourd à leurs revendications, parmi lesquelles la co-officialité de la langue corse et du français, ou encore l'amnistie des prisonniers politiques. Clément Perrault. 10 décembre dernier, la coalition nationaliste corse remporte haut la main les élections territoriales. L'autonomiste Gilles Simeoni devient président du Conseil exécutif de Corse, une sorte de mini-gouvernement de 11 membres. L'indépendantiste Jean-Guy Talamoni devient lui président de la nouvelle Assemblée de Corse. D'entrée, le duo appelle Paris au dialogue et à la négociation. La question corse fait un retour fracassant dans l'arène politique. Les nationalistes ont remporté haut la main les élections en Corse avec un score de 45% dès le premier tour et 56% au deuxième tour. Jamais ils n'avaient franchi la barre des 50%. Et donc ils sont aujourd'hui en position de force pour porter leurs revendications, engager les négociations avec Paris. Pour amorcer le dialogue, le gouvernement nomme 2 jours plus tard une Madame Corse, Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Le 5 janvier, elle se rend sur l'île de Beauté. Sur les images, elle affiche immanquablement un large sourire. Pourtant, les points de crispation ne manquent pas. Les élus corses réclament le transfert, voire l'amnistie pour certains prisonniers. Le gouvernement n'ira sans doute pas plus loin que des rapprochements pour quelques détenus. Les élus veulent un statut de résident pour permettre notamment aux insulaires d'accéder plus facilement à l'immobilier. La négociation s'annonce compliquée. Enfin, le point le plus sensible est la co-officialité de la langue corse. Ça voudrait dire ou ça impliquerait que tous les fonctionnaires en poste en Corse maîtrisent et soient capables de parler la langue corse, donc ça veut dire des changements qui sont tout à fait majeurs, et c'est pas évident que le gouvernement aille dans ce sens. Il pourra sans doute peut-être donner des gages en termes de budget sur la poursuite ou le développement de l'enseignement de la langue et de la culture corse, mais aller jusqu'à la co-officialité, encore une fois, il y a des implications qui sont très lourdes. Le 6 février prochain, Emmanuel Macron se rendra en Corse pour assister aux commémorations 20 ans après l'assassinat du préfet Erignac. Un rendez-vous très attendu à Paris comme à Ajaccio. Et Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, nous a accordé une interview. Il a répondu aux questions de Saveria Rojek dans le face-à-face. On écoute. Bonjour Jean-Guy Talamoni. Bonjour. Vous allez être reçu d'ici 1 heure maintenant par le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon. Vous êtes reçu, ces discussions, elles arrivent dans un climat politique inédit. Votre coalition n'a jamais été aussi forte et parallèlement, le gouvernement se dit ouvert à des discussions, peut-être à une évolution de la Constitution. Dans quel état d'esprit, précisément, vous rendez-vous à cette rencontre avec Édouard Philippe ? Un état d'esprit particulièrement ouvert. Et nous espérons que cet état d'esprit sera partagé de l'autre côté de la table. Non, nous avons un mandat qui nous a été donné par les électeurs, par le suffrage universel, à la majorité absolue, autour d'un projet qui est un projet précis, cohérent. Nous allons donc demander au gouvernement de prendre en compte, de discuter déjà des différentes orientations de ce projet. Et puis, je pense que si la bonne volonté est partagée d'un côté et de l'autre de la table, on avancera. Mais quel message précisément portez-vous à l'exécutif ? Qu'est-ce que vous demandez clairement à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe à l'exécutif ? D'abord, il faut prendre en compte, je dirais, le caractère éminemment politique de ce qui s'est passé. Ça n'est pas le renouvellement d'une assemblée administrative. Les Corses ont voté à la majorité absolue pour une liste entièrement composée de nationalistes. Donc si les mots ont un sens, et puis si on fait le crédit aux Corses de savoir ce que signifient les mots, ça veut dire que les Corses ont dit par leur vote que la Corse n'est pas une circonscription administrative, que la Corse est autre chose, que la Corse est une nation. C'est un fait politique. Cela ne veut pas dire que la Corse doit être indépendante demain. Moi, vous savez, je suis indépendantiste, mais nous avons un accord avec les autonomistes et pour les 10 ans qui viennent, ce ne sera pas à l'ordre du jour l'accession à l'indépendance. Mais la nation corse, elle a été affirmée par les Corses. Et la nation, si on s'en réfère aux meilleurs auteurs français, en tout cas ceux qui font référence, Ernest Renan, le plébiscite de tous les jours, existe en Corse et il a même été confirmé à 3 reprises en 2 ans par un suffrage en bonne et due forme. Alors la question de l'autonomie et de l'indépendance, on va y venir, mais parlons tout d'abord de l'évolution institutionnelle. Jean-Guy Talamoni, vous demandez que le mot Corse soit inscrit dans la Constitution. Quel type de référence précisément pour être inscrit dans la Constitution ? Alors pas seulement c'est un des points importants. Un point important, pas seulement le mot Corse, mais un dispositif. Mais c'est ce que vous demandez, oui, que un le mot dispositif Corse soit inscrit dans la Constitution tout à fait. française.
Tout à fait. Nous avons besoin d'un dispositif intégré à la Constitution française pour pouvoir, à un moment donné, permettre à l'Assemblée de Corse de prendre des décisions dans le domaine législatif et réglementaire, dans un certain nombre de domaines, le domaine fiscal, le domaine linguistique, le domaine foncier, c'est très important. Bon. Et nous pensons qu'il ne faut pas se contenter de mettre la Corse, je dirais, dans cette espèce de globalité, puisqu'on parle aujourd'hui, à l'échelle de la France, de remplacer le droit à l'expérimentation par le droit à la différenciation. C'est très intéressant, c'est sûrement très intéressant pour la France, mais nous, ça ne nous suffira pas, parce que si nous cherchons à avancer dans tel ou tel domaine, qu'il s'agisse du domaine linguistique ou du domaine fiscal, on va évidemment nous opposer d'autres dispositifs, d'autres dispositions constitutionnelles, par exemple pour la langue, l'article 2, ou bien voilà, donc il nous faut véritablement dans la Constitution un dispositif qui nous permette de déroger et explicitement dans un certain nombre de domaines. Et ça va être vraiment un point important de nos discussions. Justement, parmi les lignes rouges, les points d'achoppement, Jacqueline Gourault, la Madame Corse du gouvernement l'a dit, ils ne bougeront pas sur la co-officialité de la langue corse. Quelle est votre position là-dessus ? Notre position, c'est évidemment celle pour laquelle nous avons été mandatés par les Corses, c'est-à-dire la co-officialité. Et d'ailleurs, ça n'est pas seulement la position de notre majorité, puisque la co-officialité, la demande de co-officialité a été formulée par l'Assemblée de Corse avant même que nous prenions le pouvoir et avec des élus qui n'étaient pas nationalistes. Il y avait bien sûr les nationalistes, mais pas seulement. Donc c'est quand même une demande qui est une demande de la société corse et de ses représentants. Mais si nous allons discuter avec le gouvernement et s'il y a un problème co-officialité, c'est une démarche, c'est aussi un mot, co-officialité. Nous avons besoin très concrètement d'un certain nombre de choses pour la langue corse. Le fait qu'à un moment donné, une entreprise puisse formuler une offre d'emploi avec langue corse demandée. Aujourd'hui, ça n'est pas possible et c'est important pour nous pour faire de la langue corse la langue de la promotion sociale, la promotion professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ça serait illégal. Ça serait illégal, clairement. Et d'ailleurs, le cas a déjà été soumis à l'époque, c'était à la NPE, donc il y a quelques années, et la NPE avait refusé de recevoir donc la demande. Mais c'est important pour des raisons pratiques, c'est pas du tout de l'idéologie, c'est simplement pour pouvoir faire de cette langue la langue de la promotion sociale et pour pouvoir faire en sorte que, y compris les parents d'élèves qui ne sont pas d'origine corse, trouvent un intérêt à ce que leurs enfants apprennent cette langue que nous voulons partager avec tous ceux qui habitent la Corse. Jean-Guy Talamogne, parlons maintenant du dossier des prisonniers. Les prisonniers corses, vous souhaitez bien évidemment mettre cette question, vous l'avez dit, au cœur des négociations. Vous demandez et le rapprochement et l'amnistie, c'est bien ça? Oui, alors le rapprochement, c'est une mesure transitoire, bien sûr, mais nous considérons que les nationalistes corses n'ont pas vocation à être en prison, que ce soit ici ou bien que ce soit en Corse. Donc effectivement, notre demande fondamentale, c'est l'amnistie. S'agissant du rapprochement, c'est l'application de la loi, simplement. Et ça serait un geste, un signal important que ce soit fait dans les jours à venir. Et cette amnistie, elle concernerait, pour parler très clairement, y compris le commandant Erignac, alors l'amnistie, y compris Yvan Colonna. Bien sûr, l'amnistie pour nous, et c'est la position de notre majorité, concerne l'ensemble des faits politiques, des faits politiques. Et l'affaire donc du préfet Erignac est évidemment, quoi qu'on puisse en penser, une affaire politique, une affaire de nature politique. Donc nous pensons pour notre part que le gouvernement doit discuter sereinement de ces questions avec nous. Et nous avons évidemment en charge un projet qui a été validé par les Corses. Et notre projet est aussi, je dirais, a aussi cette dimension. Nous pensons qu'il serait injuste que ceux qui ont payé le prix le plus fort, je dis d'une manière générale, les prisonniers, les recherchés, ne soient pas inclus dans une solution politique. Dans tous les pays. Quand on vous dit que ce ne sont pas des prisonniers politiques, mais des prisonniers, il n'y a pas de prisonniers politiques en France. Il y a des prisonniers de droit commun. Oui, mais c'est une. Yvan Colonna a été condamné pour un assassinat. Vous savez, lorsqu'on dit, il y a les questions, il y a les questions individuelles, mais lorsque l'on dit il n'y a pas de prisonniers politiques en France, c'est véritablement une argumentation spécieuse, puisque à d'autres périodes, s'agissant y compris de la Corse, on a voté des lois d'amnistie qui concernaient les faits en relation avec la détermination du statut de la Corse. Ça s'est fait il y a quelques dizaines d'années, et donc il y a effectivement aujourd'hui dans les prisons françaises des
personnes qui sont détenues pour des faits politiques, tout simplement. Emmanuel Macron, justement, se rend en Corse le 6 février pour les 20 ans de la mort du préfet Erignac. Vous avez déjà dit que vous ne vous rendrez pas à cette commémoration. Vous ne pensez pas justement que ce serait un signe d'apaisement de s'y rendre ? Vous savez, moi, il y a 2 ans, lorsque j'ai été élu président de l'Assemblée de Corse, quelques semaines plus tard, il y a eu la commémoration, comme tous les ans, donc, de la mort du préfet Erignac, et on m'a posé la question, et j'avais publié à l'époque un texte qui me semble un texte équilibré, par lequel j'exprimais ma compassion à l'endroit de la mémoire et de la famille des proches du préfet Erignac, et je disais que compte tenu de mon parcours, puisque en ce qui me concerne, je n'ai jamais, pendant 40 ans, condamné le recours aux armes, même si j'ai souvent pris des distances s'agissant de certaines actions, dont celle-là. Mais j'avais dit très clairement que ma présence n'était pas opportune, qu'elle n'était certainement pas d'ailleurs souhaitée par les premiers concernés, et qu'elle serait déplacée. Aujourd'hui, je n'ai pas changé d'avis. Mais je fais quand même observer que depuis 2 ans, en ce qui me concerne, j'ai marqué ma compassion s'agissant de la mémoire et de la famille du préfet Erignac. Je n'ai pas entendu jusqu'à présent, c'est même pas un reproche d'ailleurs, mais un seul responsable parisien marquer sa compassion à l'égard de la famille de Jean-Baptiste Acquavive ou des autres morts pendant ces 40 années de conflit. Et moi, je crois que la réconciliation, elle devra se faire progressivement. Il faut laisser le temps faire son œuvre, mais aujourd'hui, nous en sommes là. Très bien. Merci Jean-Guy Talamone. Je voulais vous laisser vous rendre justement à Matignon rencontrer Édouard Philippe, le Premier ministre. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt sur notre antenne. La France renonce à l'Expo universelle 2025. Le Premier ministre l'a annoncé par courrier. Pour l'exécutif, ce projet était trop risqué pour les finances publiques. Les organisateurs sont furieux. Flora Sauvage. Après l'annonce faite par le Premier ministre Édouard Philippe samedi de renoncer à la candidature de Paris pour l'exposition universelle de 2025, les élus franciliens s'inquiètent des conséquences sur leur territoire. Pour eux, cet abandon signe le report de la ligne 18 du Grand Paris Express qui devait désenclaver le plateau de Saclay, le lieu choisi pour accueillir l'exposition. Le territoire va demander des comptes à l'État. Il y a le rendez-vous de la ligne 18 demain ou après-demain. Il y a le rendez-vous ensuite de l'organisation de l'Île-de-France avec la réforme institutionnelle. Moi, je souhaite que tous les territoires en Île-de-France soient sur un pied d'égalité et qu'on puisse porter des projets en Essonne, comme dans les Yvelines, comme dans le Val d'Oise, et qu'il n'y ait pas une région avec Paris claquemuré derrière son périphérique et d'un autre côté des territoires qui seraient à l'abandon et qui n'auraient pas le droit de porter des projets. Ce matin, le président du comité Expo France, Jean-Christophe Fromentin, ne cachait pas sa déception. Malgré l'abandon par l'État de la candidature de la France, il reste combatif. Vous savez, le soutien de l'État n'était pas nécessaire pour financer l'exposition universelle. Donc c'est extrêmement facile de s'en libérer pour reconstruire un événement d'échelle mondiale avec les territoires, avec les entreprises, avec tous les acteurs de l'innovation pour organiser ce rendez-vous avec le monde. En renonçant à la candidature de la France à l'exposition universelle, Édouard Philippe lève un obstacle de taille. Il pourrait ainsi reporter la livraison de la ligne 18 du Grand Paris Express, un chantier qui prévoit 200 km de nouvelles lignes en Île-de-France, mais qui coûte beaucoup plus cher que prévu. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui, avec une élue francilienne, la sénatrice LR du Val-de-Marne, Catherine Procaccia. Oui, Catherine Procaccia, que pensez-vous du fait que la France retire sa candidature à l'Expo universelle 2025 ? Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous pensez que c'est plus raisonnable pour nos finances publiques ? C'est l'argument du Premier ministre. Je suis partagée. Je trouve qu'avoir le rugby en 2023, les Jeux Olympiques en 2024 et l'Expo universelle en 2025, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Ça faisait trop. Et effectivement, quand le Premier ministre parle de problèmes de financement, quand on voit que les impôts continuent à augmenter sous des formes diverses et variées, je me dis pourquoi pas. Mais quand après j'essaie de lire ce qui s'écrit et qu'on dit que l'exposition universelle, il n'y avait pas de fonds publics, qu'il n'y avait que des fonds privés, que les entreprises étaient engagées. Vous voyez bien que ça ne posait pas de réel problème pour les finances publiques. Pas de problème financier, donc je m'interroge sur les raisons. Ce qui me choque le plus, c'est de l'avoir appris, je présume, comme tous ceux qui sont engagés, par une déclaration du Premier ministre et qu'il n'y ait pas eu de concertation, d'explication, de réunion.
au bout desquels le président de la République, qui s'était engagé d'ailleurs pour l'exposition universelle, mais il s'était aussi engagé pour Notre-Dame-des-Landes. Donc les engagements passés ne tiennent pas sur le présent, mais ça m'étonne que ça soit fait sans aucune concertation. D'ailleurs, Jean-Christophe Fromentin estime qu'il y a là de la déloyauté, de la lâcheté du Premier ministre. Il est furieux. Certains s'inquiètent également au niveau des élus franciliens pour l'avenir de la ligne 18 du Grand Paris Express qui pourrait être abandonnée après le rapport de la Cour des comptes qui montrait un dérapage financier. Là, avec l'abandon, le retrait de cette candidature, cela fait un argument de plus pour l'exécutif pour reporter au calendes cette ligne? Oui, mais c'est une catastrophe pour cette ligne parce qu'on veut faire de Saclay un pôle d'excellence. C'est déjà un pôle d'excellence, mais on voudrait le mettre au niveau international. Un pôle enclavé encore aujourd'hui. Et c'est complètement enclavé. Il y a eu une période pendant laquelle c'était les écolos, Madame Bouanet, qui ne voulait même pas qu'on construise des transports en commun pour aller jusqu'à Saclay. Mais comment on peut faire de cette université, dans ce pôle de grandes écoles et d'universités, quelque chose d'international s'il n'y a pas de moyens de transport? Ça explose. Pourquoi ça explose? Je n'en ai aucune raison. Je me demande tout simplement s'il n'y a pas derrière d'autres idées. Et ces écolos dont je parlais, maintenant que l'on a un ministre qui a réussi à faire arrêter Notre-Dame-des-Landes alors qu'il y avait eu... Nicolas Hulot, pour ne pas le citer. Ouais, exactement, alors qu'il y avait une consultation démocratique. Est-ce que derrière, ce n'est pas les écolos qui ont toujours été opposés à ce projet et qui, sous des prétextes financiers, veulent faire arrêter cette ligne? Je n'en sais rien, ce sont des pures supputations, mais je dirais que par rapport à Saclay, c'est catastrophique. Merci beaucoup, Catherine Procaccia, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Et on va d'ailleurs poursuivre le débat sur ce plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Sandra Regol. Bonjour, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Jérémon Hugonnet. Bonjour, sénateur Les Républicains de l'Essonne. Virginie Pradel est également avec nous. Bonjour, vous êtes fiscaliste, responsable des études à la Fondation Concorde. Et j'accueille enfin Laurent Lafont. Bonjour, sénateur Union centriste du Val-de-Marne. Première question pour vous, Sandra Regol, puisque Catherine Procaccia l'évoquait à l'instant. Quel a été le rôle des écologistes? On sait que vous étiez finalement contre l'urbanisation du plateau de Saclay. On voit que la sénatrice fait un parallèle avec ce qui s'est passé avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Moi, je dirais plutôt qu'on est pour les dynamiques locales et qu'on est pour la protection du travail des gens qui travaillent la terre. Donc on peut considérer que c'est être contre le plateau de Saclay. Moi, je crois que les écologistes ont fait beaucoup d'autres propositions pour que cette expo universelle puisse se tenir en France, pour qu'elle se tienne dans de bonnes conditions, et notamment des propositions alternatives. Donc c'est très amusant qu'elle parle justement de Notre-Dame-des-Landes, parce que ça fait 30 ans que les écologistes disent « nous ne disons pas non à une extension des transports, mais nous disons qu'il y a d'autres façons de faire qui sont possibles, moins coûteuses et qui respectent tout le monde. » Jean-Raymond Hugonnet, vous souteniez ce projet d'exposition 2025. Comment accueillez-vous la décision du gouvernement ? Ne le parlez pas à l'imparfait, je la soutiens toujours. Cette décision du gouvernement est une fois de plus un renoncement. On commence à avoir l'habitude dans la séquence que nous vivons là. C'est à la fois une mauvaise nouvelle pour le pays et une mauvaise nouvelle aussi pour la région Île-de-France, parce que c'est un projet absolument majeur qui n'est pas seul dans la nature. Il est conjoint, bien entendu, avec le cluster Paris-Saclay et bien entendu les mauvaises nouvelles qu'on va entendre bientôt sur la ligne 18 qui est absolument fondamentale. Alors on ne peut pas vouloir un développement des grands projets et du jour au lendemain rayer d'un trait de plume un projet comme celui-ci sur lequel depuis 7 ans les élus, 4 jours après que le président de la République ait lancé au ministre des Affaires étrangères anglais pour un pont de 35 km, let's do it. Virginie Pradel, aujourd'hui on voit Édouard Philippe justifier dans une lettre adressée aux élus l'abandon de ce projet par une faiblesse structurelle. Est-ce que c'était une sage décision ? Moi, je considère que oui, c'est une sage décision. Plutôt qu'un renoncement, je trouve que c'est une heureuse prise de conscience qu'il faut vraiment limiter les dépenses. On aura déjà la Coupe du Monde en 2023, les JO en 2024, les Jeux Olympiques étant un peu devenus synonymes de dérive financière. Donc je considère qu'on n'avait absolument pas vocation à accueillir un 3e événement en 3 ans. C'est considérable, sachant que j'ai entendu certains élus dire avec un aplomb exceptionnel que tout serait pris en charge par le privé, ce qui n'était absolument pas... il n'était pas du tout question que ce soit que le privé qui gère ça. C'était un partenariat privé-public, comme pour les Jeux Olympiques. Mais je prends l'exemple des Jeux Olympiques. Ça a été
des dérives financières au cours des dernières années, rien n'indique que ça n'aurait pas été la même chose pour l'Expo 2025. Et dans le doute, sachant qu'on a une dette publique qui frôle quand même les 100%, je tiens quand même à le rappeler, je trouve que le gouvernement a tout à fait raison de se focaliser sur la dépense, sur la baisse des dépenses publiques. Oui, Laurent Lafont, que pensez-vous de ces arguments? C'est vrai qu'Édouard Philippe rappelle ce contexte de redressement des finances publiques. Il y avait plusieurs incertitudes qui planaient sur ce projet de Paris 2025, notamment avec une hypothèse de fréquentation défavorable. Ça n'aurait pas été rentable, selon vous? Je ne sais pas si on peut parler de rentabilité, mais en tout cas, il faut être clair sur les choses, parce qu'on essaye de faire croire, à travers ces arguments, qu'il y avait de l'argent public dans le financement de l'exposition universelle. La réponse est claire, c'est non. Il n'y avait pas un euro de l'État engagé. Et tous les partenaires privés étaient-ils au rendez-vous? C'était une règle. Il était promis d'investir 800 millions d'euros de la part des collectivités territoriales, et c'est je vous ai entendu, mais si vous êtes là dans un esprit d'écoute, vous allez aussi m'écouter, parce que là, vous m'interrompez. Mais quand vous dites la vérité, excusez-moi, mais j'étais au GIP, j'étais membre du GIP qui a participé et qui a construit le dossier en présence des représentants de l'État. Donc, si vous affirmez qu'il y a 800 millions, je vous demande de le prouver, parce qu'il n'y avait pas un euro demandé à l'État sur l'opération. En revanche, là où il y a des engagements financiers de l'État, c'est sur le Grand Paris Express. C'est sur la ligne 18. L'exposition universelle, elle était financée par les entreprises. C'était même une des conditions que mettaient les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas d'argent public. Le seul argent public venait des collectivités locales. En revanche, l'engagement de l'État, il est sur la ligne 18. Et il ne faut pas se tromper, parce qu'on peut avancer tout un tas d'arguments qui sont faux. Mais la raison... Le manque de partenaires privés, ça c'est un argument qui est faux de la part de l'exécutif. Il y a une quarantaine d'entreprises. Le dossier est déjà financé par des entreprises. L'État n'a pas mis 1 euro dans le dossier, ça a coûté environ 40 millions. Le montage des études, le dossier qui est déposé au BIE le 28 septembre, tout ça a été préparé, ça a coûté entre 30 et 40 millions. Il n'y a pas eu 1 euro d'argent public. Ça a été autofinancé par les entreprises. Les entreprises, il y a une quarantaine de partenaires qui, effectivement, s'étaient engagés. C'est pas un hasard, toutes ces questions-là. Le dossier a été posé le 28 septembre. Nous sommes fin janvier. Vous n'allez pas me dire que les partenaires privés se sont retirés en l'espace de quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ce qui s'est passé depuis, c'est qu'on a la réalité des coûts sur le Grand Paris Express et que dans quelques jours, le gouvernement va annoncer un nouveau calendrier de réalisation du Grand Paris Express. C'est ça l'information qui modifie l'exposition universelle. Il n'y a pas autre chose. Et dans quelques jours, vous apprendrez, et évidemment pour les habitants de l'Essonne, c'est une très mauvaise nouvelle, que la ligne 18 est reportée après 2025. Et pour pouvoir justifier ce report après 2025, il fallait faire sauter l'exposition universelle avant. C'est la vraie raison. L'exécutif se prépare à annoncer justement un retard dans cette ligne 18 du Grand Paris Express. Cette ligne 18, elle pose à peu près les mêmes problèmes que posait le projet d'exposition universelle, c'est-à-dire qu'elle va accaparer des terres agricoles occupées à une période où les paysans, faut en avoir conscience, ont de graves problèmes, où le nombre de terres agricoles en Île-de-France baisse, alors que la demande en alimentation de la population, elle, continue à être importante. Donc, est-ce qu'on veut un modèle de société dans lequel on importe de l'autre bout du monde ? L'argument retenu par l'exécutif pour justifier le retard, c'est surtout en raison de coûts financiers. Oui, mais je trouve ça très intéressant et je m'excuse de vous avoir coupé, mais ça a été plus fort que moi. Cet argumentaire qui est toujours le même sur les partenariats publics-privés. C'est-à-dire qu'on dit il n'y a aucun argent du contribuable qui va rentrer dedans, ce sera payé par le privé. Et donc oui, effectivement, il y a une grande partie qui est payée par le privé. Puis il y a tous les surcoûts. Et puis il y a tous les à côté. Et puis il y a tout ce qui finalement va engloutir l'impôt des gens qui habitent sur le territoire. Et des exemples comme ça, où on a gaspillé des millions, parce qu'il faut savoir que tous les bénéfices, eux, vont au privé et jamais au public qui l'a financé. On a des exemples 1000 fois. On sait que c'est la plus grande arnaque du siècle au niveau des projets publics et on continue à avoir toujours les mêmes argumentaires. Vous savez, je pourrais même les écrire, les argumentaires pour les partenariats publics-privés. C'est aussi ce qu'on dénonce, c'est ce qu'on déconstruit. C'est cette espèce de mensonge généralisé de cet argent qui n'en serait pas et qu'au final, on paye toutes et tous. Jean-Raymond Hugonet. Moi, écoutez, avec beaucoup de respect, j'écoute ce que vous nous dites, qui est vieux comme le monde, c'est divertissant, mais il faut être sérieux. 2 minutes. 3 présidents de la République se sont engagés. De quoi parle-t-on ? On parle du plateau de Saclay. Nous avons, dans ce pays, sous la main, tout ce qu'il faut pour montrer l'excellence de notre pays. On a tout sous la main. Eh bien, le président de la République lui-même vient le 25 octobre dans les lieux nous dire à nous, les yeux dans les yeux, élus locaux, je ne ferai rien qui pourra contrarier le plateau de Saclay. Et voilà que derrière, ça devient une logique maintenant. Quelques jours après,
On tue ce projet dans l'œuf, bien entendu l'Expo universelle, mais comme l'a dit Laurent Lafont très justement, c'est la ligne 18 qui est au bout. Alors, au sortir de l'examen du projet de loi de finances, personne n'est irresponsable, madame, ici. Personne n'est irresponsable. Mais si c'est Bercy qui doit avoir le pouvoir et le Trésor qui doit avoir le pouvoir, il faut le dire. On a compris que la démocratie se rétrécit dans notre pays, qu'on veut baisser le nombre de parlementaires parce qu'ils sont censés être coûteux. L'État n'est pas capable de se réformer lui-même. L'État fait peser sur notre pays, je vous le dis, tel que nous sommes là, et sur notre région Île-de-France, vraiment de grandes craintes. Et en plus, il méprise des élus. Il méprise des élus, car tous ces projets, madame, ces projets ne sortent pas du chapeau. Ils sont l'œuvre de travail de différentes majorités. Et on regarde d'ailleurs, je vois des prises de parole depuis ce matin, ce n'est pas un camp politique contre un autre. C'est la logique. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on méprise des élus? Qu'est-ce qu'on veut faire de Paris, de la grande banlieue? Les banlieusards sont encore une fois dans cette affaire, voilà, gros gens comme devant, comme d'habitude, et ce n'est plus supportable. Les deux événements étaient pourtant rapprochés à la fois. C'était rappelé la Coupe du Monde de rugby en 2023, les JO en 2024. Il y avait un événement de trop, peut-être, Laurent Lafont? Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait un événement de trop, ça n'a jamais été dit, en tout cas jusqu'à présent. En revanche, il y a une problématique sur le financement du Grand Paris Express et la réalisation du Grand Paris Express. Parce que si ces événements avaient lieu en 2030, il n'y aurait pas de difficulté. Les trois pourraient se faire. Or là, la difficulté, c'est qu'ils ont lieu entre 2023 et 2025. Et on sait aujourd'hui que ça va être extrêmement difficile de livrer le programme du Grand Paris Express dans le calendrier qui avait été à l'origine fixé et qui permettait la réalisation de ces trois grands événements. Ce qui est très étonnant, et Jean-Raymond a raison de revenir là-dessus, c'est que ce dossier il a été préparé avec différents acteurs, les entreprises, les collectivités concernées et l'État. Pendant plusieurs années. Ce n'est pas un dossier qui sort comme ça du chapeau, on ne monte pas un dossier d'exposition universelle en quelques semaines, c'est un travail de plusieurs années. Et en une journée, sans aucune concertation, sans aucune discussion préalable. S'il y a des problèmes, mettons-les sur la table et discutons-en. Les gens sont responsables. Sans aucune discussion, sans aucune information, l'État décide d'arrêter le projet sans même avoir cherché des solutions. On peut très bien dans le modèle, Jean-Christophe Fromentin l'a rappelé ce matin dans sa conférence de presse, dans le modèle économique qui était mis en place, on pouvait très bien demander qu'il y ait une participation des organisateurs, enfin de l'Expo universelle au financement de la ligne 18. Ça n'a même pas été mis sur la table pour voir est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable. Ouais, ça aurait été une piste, Virginie Pradel, pour financer justement cette ligne 18 du Grand Paris Express. Cette ligne 18 dont, rappelons-le, les coûts ont été réévalués de 50%, en passant de 25 à 38 milliards d'euros. Donc ça fait quand même déjà beaucoup d'argent à trouver. Non, moi ce qui me choque énormément, c'est cette idée que Paris a vocation à accueillir tous les événements planétaires dans la prochaine décennie. Je pense qu'on devrait faire œuvre de modestie, se dire qu'il y a quand même déjà beaucoup de dérives budgétaires. Et que dans le doute, je conçois parfaitement que... moi, je n'ai pas été dans les arcanes du dossier, donc je ne me permettrai pas de dire qu'il n'a pas été financé et que les partenaires privés sont là. Mais dans le doute, et comme le dit Madame, il y a beaucoup de choses qui sont souvent demandées aux contribuables en plus, qu'on ne met pas forcément dans le budget initial. Et je trouve que dans le doute, sachant qu'on s'attend quand même à une dérive budgétaire pour 2024, je ne vois pas pourquoi on y échapperait, sachant qu'en plus, nous ne sommes pas... Des Jeux Olympiques. Oui, les Jeux Olympiques, voilà. Je pense que quand même, il faut se réserver des marges de manœuvre, ce qui reste. Voilà. Avant de poursuivre ce débat, beaucoup d'élus s'inquiètent des conséquences de ce renoncement. À commencer par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Elle était hier l'invitée de nos collègues de RTL. On écoute. On s'était mis d'accord sur un contrat qui était, si l'exposition universelle a un modèle économique qui permet que ça coûte 0 aux collectivités publiques, on l'a fait. Si le modèle économique fait qu'on nous demande des subventions, on ne la fait pas. C'est ce que dit Édouard Philippe. Oui, mais le deal de départ était celui-là. Sauf que là, le Premier ministre, unilatéralement, a décidé que le modèle économique ne lui convenait pas, alors qu'on était justement en train d'y travailler. Donc c'est une décision qui est précipitée, soudaine, et qui évidemment m'inquiète. Elle m'inquiète non seulement pour l'exposition universelle, qui aurait été une très belle vitrine, mais ça m'inquiète plus durablement, parce que je ne voudrais pas, à la suite de la décision sur Notre-Dame-des-Landes, cette décision sur l'exposition universelle, je ne voudrais pas que finalement l'État recule sur tous les grands projets d'investissement structurants du pays.
Sandra Regol, il y a un problème aussi de méthode quand même, la concertation. Certains disent qu'elle n'a pas eu lieu sur ce dossier de l'Expo 2025. La concertation a été, on ne peut plus minoritaire et minorée sur ce territoire. C'est-à-dire qu'on dit qu'on prend la parole, qu'on représente la parole des gens parce qu'on est élu dans le territoire, mais en fait, on ne va pas demander vraiment ce que veulent les gens. Et d'ailleurs, ils se sont largement mobilisés sur le plateau de Saclay. C'est pas pour rien, c'est justement parce qu'il y a une réalité qui est qu'il y a un besoin de désenclavement, de soutien, de développement économique, mais qu'on voudrait nous faire croire qu'il n'y a que deux choix. D'un côté, cette expo universelle et puis cette ligne-là, 18, telle qu'elle est faite, et pas d'autres projets. Et de l'autre, l'âge de pierre, la bougie, ce que vous voulez. La réalité, elle est très différente. Utiliser de formules de style, comme vient de le faire Valérie Pécresse, en faisant croire qu'il n'y a aucune autre alternative, c'est juste un mensonge. Donc ce qu'on dit, c'est que oui, il faut des transports en commun adaptés aux besoins de Saclay. C'est-à-dire, c'est plutôt du nord-sud, c'est pas forcément cette ligne 18-là que veulent les habitants. C'est pas ça, les flux pendulaires, les flux de travail, les flux de vie de ce bassin de vie-là, justement. Donc nous, on dit qu'il y a d'autres alternatives à creuser. Il y a des trams-trains, il y a plein d'autres modes de transport qui correspondent aux besoins de personnes qui ont vraiment besoin d'avoir des transports adaptés. Jean-Raymond Hugonet, il faut s'attendre au renoncement sur d'autres grands projets, ce que disait Valérie Pécresse. Le renoncement, oui, c'est la mode aujourd'hui. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que si l'État restait, en tout cas dans son domaine, et s'occupait de son domaine régalien, on serait certainement mieux. Aujourd'hui, rendez-vous compte quand même qu'on nous parle, c'est le président de la République, j'ai pas eu des bourdonnements, madame, qui est venu nous le dire le 25 octobre dernier aux élus de la République et du territoire, le plateau de Saclay, l'avenir du plateau de Saclay. L'avenir du plateau de Saclay dépend des transports. Voilà. L'État nous demande en même temps de construire, les maires bâtisseurs, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien aujourd'hui, moi je viens au Sénat, au moins 2-3 fois par semaine, en RER. La ligne B du RER. La ligne B du RER. C'est avec ça qu'on veut faire un cluster mondial, madame. Mais ouvrez les yeux 2 secondes. Nous sommes la risée. Nous sommes la risée. On veut nous faire croire qu'il n'y a que deux solutions. L'âge de pierre international. Vous faites exactement ce projet, nous avons tous sous les mains pour que la France, une fois, puisse faire preuve d'audace. On arrive bientôt au terme de ce débat. Quand vous avez été au pouvoir, j'ai pas vu comment la France avait candidature. J'habite ce territoire, madame, ce qui n'est pas votre cas. Continuer à la soutenir sans le soutien de l'État. Question pour vous deux, Laurent Lafont. Soyons clairs, l'exposition universelle, si le dossier n'est pas soutenu par l'État, il n'y aura pas de candidature de la France à l'exposition universelle 2025. Peut-être qu'on peut réfléchir à d'autres modes d'exposition qui auront une autre nature, qui ne seront pas labellisés du Bureau international des expositions, mais si l'État confirme ce qui a été annoncé par la presse, je crois que l'association n'avait pas reçu ce matin la fameuse lettre qui a été diffusée à la presse avant d'être reçue par les personnes qui devaient la recevoir. Mais si l'État confirme sa position, il n'y aura pas d'exposition universelle en 2025 dans la configuration qui était envisagée en 2025 sur le plateau de Saclay, avec quand même les conséquences que ça peut avoir, parce qu'on était sur un projet, on regarde la logique budgétaire, comme souvent en France, la logique budgétaire à court terme, jamais la logique économique à moyen terme. C'était un projet créateur de 160 000 emplois. C'était un projet générateur d'1,5 point de PIB. C'était un projet qui allait être une vitrine de l'économie française, de l'innovation française. Le choix de Saclay n'était pas fait au hasard. C'est tout cela auquel on renonce aujourd'hui. Eh bien, merci à vous, Laurent Lafont. Merci, Jean-Raymond Hugonet. Merci, Virginie Pranel. Merci, Sandra Regol. Nous vous en parlions dans ce journal après leur élection à la tête de la nouvelle collectivité territoriale. Les nationalistes corses Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni sont reçus en ce moment à Matignon. Jusqu'ici, Édouard Philippe était resté sourd à leurs revendications, parmi lesquelles figure la co-officialité de la langue corse et du français, ou encore l'amnistie de certains prisonniers politiques. Alors on va tout de suite retrouver Oriane Mancini en direct de Matignon. Que peut-on attendre de cette rencontre, Oriane ? Eh bien Delphine, pour Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse, ce rendez-vous à Matignon avec le Premier ministre, il doit aller bien au-delà de la simple visite protocolaire. Pour lui, il est l'occasion d'ouvrir un véritable dialogue politique entre la Corse et l'État. Ce rendez-vous, il le veut comme un point de départ de nouvelles relations entre la Corse et la République. L'occasion d'ouvrir, dit-il, un dialogue sans tabou, c'est-à-dire constructif
comprenant les revendications rejetées pour le moment par l'État, comme la co-officialité de la langue corse ou encore l'amnistie des prisonniers dits politiques. Mais ce que veulent Jean-Guy Talamogne, le président de l'Assemblée de Corse, et Gilles Simeone, eh bien, c'est l'inscription de la Corse dans la Constitution. Ils veulent que la Corse soit prise en compte. Pour eux, c'est une condition nécessaire, voire indispensable. Une première clé qui déverrouille et ouvre la porte, disent-ils. Et d'ailleurs, ce sujet, il sera au menu des 2 autres rencontres des dirigeants nationalistes. Elles sont prévues demain à 15h. Ils rencontreront au Sénat son président Gérard Larcher. Et puis mercredi à 19h, les 2 dirigeants nationalistes rencontreront l'homologue de Gérard Larcher, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Mais ce qu'attendent les 2 dirigeants nationalistes, c'est qu'Emmanuel Macron prenne en main ce dossier corse. Ils espèrent d'ailleurs que le président de la République précisera sa vision de la Corse lors de sa venue sur l'île de Beauté le 6 février prochain. Merci à vous, Oriane. Je vous emmène à présent sur les traces du loup dans le Vercors et le Trièves. Dans ce territoire alpin, les attaques se sont multipliées envers les moutons, mais aussi les vaches, selon les éleveurs. Rencontre avec la sénatrice LR de l'Isère, Frédérique Puissat, pour qui le loup a déjà gagné la bataille. C'est un reportage de Samia Dechir. Difficile de l'apercevoir dans les forêts alpines, mais le loup est plus présent que jamais en Isère. L'été dernier, Patrice Palazzi-Vallier en a fait les frais. Son troupeau de limousines a été attaqué 2 fois. Il a perdu 2 veaux. Ils l'ont passé entre 2 en vérité, parce que là il y avait un peu plus de fumier. Parce que là j'ai fait le fumier, ils l'ont passé entre ces 2 barres. Dans la commune de Château-Bernard, le loup ne s'était encore jamais attaqué à des vaches. Sur la commune que je sache, il n'y a jamais eu d'attaque de bovins. Je crois que c'est les premiers. Bon, il y a eu des problèmes. Je sais qu'il y a eu des problèmes de certains voisins qui ont où les génisses se sont apeurés et ont parti, mais n'ont jamais été attaqués. Dans le coin, moi, j'en avais jamais vu. Maire de la commune pendant près de 20 ans, la sénatrice Frédérique Puissat a vu le prédateur gagner peu à peu du terrain, jusqu'à attaquer à l'intérieur des étables. Quand vous voyez la taille des veaux quand même, 32-33 kilos, ça doit nous interpeller sur la capacité de la bête à s'attaquer éventuellement à d'autres espèces. Alors effectivement, on brandit tous les attaques humaines, etc. Je veux dire, peu importe, le problème c'est qu'aujourd'hui, le prédateur, il n'a aucune limite, quoi. En 2017, on a décompté plus de 11 000 attaques de loups en France, dont plus de 700 en Isère. Les premières victimes, ce sont les éleveurs d'ovins, comme Patrick Roland. À l'été 2016, son troupeau a été attaqué 7 fois. Il a perdu 30 bêtes. Quand on voit ces dégâts, on est à la fois bouleversé, dégoûté. On se dit que tout le travail qu'on a fait depuis de nombreuses années en termes de sélection, parce que un troupeau, ça ne se monte pas en 5 minutes, et voilà, il est anéanti sur 2 ou 3 attaques. Le troupeau. Écœuré, il a revendu un quart de son troupeau. Il a même pensé à tout arrêter. Et il est loin d'être le seul. À Chichiliane, le loup a fait 200 victimes en un été. Les éleveurs n'osent plus s'aventurer dans les alpages trop lointains. C'est un problème de survie de la commune, puisque si les éleveurs quittent la commune, tous ces espaces, tous ces prés que vous voyez ici, se couvriront de broussailles et tous les sentiers seront fermés. Afin de protéger leurs troupeaux, les éleveurs touchent des aides financières pour s'équiper en chiens et en barrières électriques. Des mesures inefficaces pour Patrick Roland. Qu'un filet électrique fait 90 cm de hauteur, qu'un loup a la capacité de sauter 1,50 m. Donc quand le loup il a compris qu'en sautant, il prend pas le jeu et puis il peut aller manger tranquille les brebis, aujourd'hui on s'aperçoit dans plein de départements, dans tous les départements, que même dans les filets électriques il y a des attaques. Pour être indemnisé en cas d'attaque, ces mesures de protection seront désormais obligatoires. C'est ce que prévoit le plan loup 2018-2023. Une aberration pour la sénatrice iséroise. De 2004 à 2016, pour reprendre les chiffres qui sont les chiffres officiels, on a augmenté le budget d'indemnisation de 800%. 800%. On est passé de 1,7 à 14,7 millions d'euros dépensés pour mettre des barrières de protection qui ne servent absolument à rien puisque les attaques ont continué à augmenter. Mais la question qui fâche, c'est surtout celle des abattages sur une espèce protégée. Le plan loup 2018-2023 autorise 40 tirs de prélèvement par an. Pas assez pour les éleveurs et beaucoup trop pour les défenseurs du loup comme Pierre Rigaud. Moi je pense qu'il faut réguler le prédateur. Je pense qu'il faut de tout pour combattre effectivement
Mais il faut un surtout fléau. arrêter de flinguer des loups parce que ça sert à rien en fait. Ça Bah, sert strictement à rien. Ça fait partie. Ça fait plaisir à des syndicats agricoles de façon très ponctuelle et après ils se rendent compte, parce que c'est la réalité. Le nouveau plan loup met beaucoup d'accent sur les tirs de loups. Or, on a vu que partout dans le monde, abattre des loups, ça n'empêche pas la prédation sur les troupeaux parce que dès lors que les troupeaux ne sont pas assez protégés, vous pouvez en tuer un loup, d'autres loups ou d'autres chiens viendront s'en prendre aux troupeaux. Donc il faudrait que ce plan mette beaucoup plus l'accès sur l'amélioration de la protection des troupeaux et sur l'amélioration de l'effarouchement des loups. C'est vraiment la seule solution pour qu'on puisse cohabiter entre activité humaine et loups. Une cohabitation jugée impossible pour les éleveurs, tout comme l'est devenu le dialogue avec les défenseurs du loup. Frédérique Puissat nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous, sénatrice LR de l'Isère. Pourquoi ce plan loup n'est pas adapté selon vous ? Il n'est pas adapté d'abord parce qu'on ne parle pas de la même chose. On n'a pas des chiffres similaires. On nous parle d'un côté de 347 loups. On a d'autres comptages qui nous parlent de 1500 à 1600 loups. Donc on ne parle pas de la même chose, premièrement. Et ensuite, on ne tient pas compte de nos populations et de notre économie de montagne. Et je peux vous dire que, vous voyez ces éleveurs, il y a un petit éleveur qui n'a pas parlé, qui s'appelle Amandine Vial. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas retransmis son message. Mais c'est une vraie détresse. C'est une vraie détresse et je pense qu'on ne la mesure pas. Peut-être quand on est dans la capitale ou quand on est dans d'autres lieux, mais c'est un fléau qui gagne plusieurs départements, on est à 40 maintenant, et puis c'est un enjeu d'économie publique, moi je suis désolée, mais quand on dépense de l'argent... Ça coûte trop cher ce que vous dites aujourd'hui, ces mesures de protection ? Ça coûte trop cher parce que c'est inefficace. Quand on balance l'argent par les fenêtres et que c'est inutile, pour moi ça coûte trop cher, c'est une vérité. Voilà. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut augmenter le nombre justement de tirs à la fois de prélèvement mais aussi de tirs de défense ? Vous savez, bien malin aujourd'hui, qui peut dire ce qu'on doit faire. Parce qu'on a une telle évolution du loup aujourd'hui, qu'on a une détresse, et que quand on nous dit effectivement il faut tirer, c'est pas tout de dire il faut tirer, d'abord il faut effectivement avoir l'autorisation, mais en plus il faut voir le loup, il faut voir la bête, il faut être en capacité de l'abattre. Et c'est les vrais enjeux aujourd'hui d'un territoire qui se sent complètement abandonné des pouvoirs publics, enfin je le dis haut et fort, et en tout cas nous sur ce plan loup, on se battra jusqu'au bout, parce qu'on considère qu'aujourd'hui on est plutôt dans un environnementalisme effréné et qu'on n'est pas porteur de la défense d'une économie de montagne, du pastoralisme, qui est l'essence de nos territoires et qui est notre tradition depuis toujours. Et quand on voit ça, on voit des gens qui sont quand même de jeunes éleveurs. On n'est pas, je veux dire, c'est pas Manon des Sources chez nous. On est quand même sur une économie qui est une vraie économie qui fait partie de l'économie de notre pays et de nos traditions également. Oui. Les éleveurs disent aujourd'hui que la plupart des attaques de troupeaux sont dues à des loups hybrides, à la fois des chiens-loups. Il s'appuie en cela sur une étude scientifique qui est contestée d'ailleurs par les pro-loups. Alors qu'en est-il exactement ? Ça permettrait, si on pouvait faire des tirs justement sur ces chiens-loups, ce n'est pas une espèce protégée par la Convention de Berne, ça permettrait de résoudre le problème selon vous ? Alors déjà, ça permettrait de résoudre le problème, mais pourquoi est-ce qu'elle est contestée, cette étude ? Le paradoxe, c'est que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nous demande de transmettre des éléments pour savoir si on a affaire à des hybrides ou à des loups. On transmet les éléments. Nous n'avons aucun retour des laboratoires payés par l'État. Aucun retour. Donc c'est pour ça qu'il y a des éleveurs qui se sont mobilisés avec des élus pour faire des études et pour effectivement essayer de comparer entre des bêtes qu'on fait analyser d'un côté et celles qui sont analysées par l'État, ce qui est quand même le paradoxe, parce qu'on paye deux fois, si je puis dire, et quelque part, on n'a pas les résultats. Donc on demande effectivement à ce qu'on ait des retours sur les analyses et qu'on ait un comptage qui soit le bon comptage. En tout cas, il n'y a pas cohabitation possible entre l'économie de montagne aujourd'hui chez nous et la présence du prédateur sur le territoire. Votre collègue sénateur Michel Savin préconisait quant à lui des battues faites par les chasseurs. Il souhaitait porter ce dossier au niveau national. Vous allez continuer ce combat avec lui ? Alors on continue, on n'est pas seul à le continuer. Jean-Noël Cardou, qui est donc le président du groupe Chasse et Pêche au niveau du Sénat, ma collègue Patricia Moret sur les Hautes-Alpes qui est à côté, Michel Savin. Nous on considère que l'espèce du loup doit être régulée comme toutes les espèces sauvages. Vous savez, on a régulé le sanglier, on a régulé les cerfs, alors qu'on aime pourtant ces animaux. Quand on voit un cerf, c'est magnifique. Mais en même temps, quand il n'y a pas cohabitation possible, il faut réguler. Et la meilleure façon de réguler, c'est de s'adresser aux gens qui connaissent bien le territoire. Et les ACCA connaissent bien le territoire, sont aussi en capacité de dire il y a tant d'espèces, eh bien on en abat tant pour qu'il y ait compatibilité entre l'homme, entre l'économie de montagne et puis effectivement la présence d'un animal qui aujourd'hui est un fantasme. Pourtant l'association de défense du loup dire c'est inefficace, les tirs, il faut plutôt des mesures d'effarouchement. Oui, c'est ça, c'est inefficace. Ils ont aussi dit, mais c'est pas passé, que c'était une chance pour le territoire. Alors j'ai quand même cherché la définition du mot chance pour savoir
savoir si effectivement on se levait le matin en disant mais quelle chance d'avoir le loup sur notre territoire. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui disait ça, très honnêtement. Mais aujourd'hui, on en est là, 25 ans de combat avec effectivement une augmentation des charges pour la collectivité, pour l'État, et une augmentation des attaques. Ça veut dire que les environnementalistes, les naturalistes, qui depuis toujours ont porté cette politique, sont dans un constat d'échec. Alors essayons de travailler autrement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. En tout cas, nous, on se battra pour ce plan loup. Et ce qu'on trouve regrettable, très honnêtement, c'est que le ministre de l'Agriculture disent très peu de choses là-dessus, sauf de dire qu'il y aura zéro attaque, c'est son engagement. Très honnêtement, s'il signe le plan loup comme ça, en disant il y a zéro attaque, mais on le signera comme ça, c'est un vrai scandale d'État. Et ce n'est que de la communication du gouvernement face à une détresse des éleveurs, et que nous porterons nous. Eh bien, merci beaucoup Frédérique Puissat d'être venu pousser ce coup de gueule sur notre plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre l'épreuve de vérité, invité ce soir l'ancien ministre et candidat à la tête du Parti socialiste Stéphane Le Foll. Bonne soirée et à demain.